merci de votre présence. Avant de laisser la parole à SNext, notre partenaire, je voulais juste rapidement vous présenter Intersystem. Alors, je ne vais pas vous noyer de slides, ce n'est pas le propos, mais je suis à peu près certain que vous ne connaissez pas l'entreprise. Et pourtant, Intersystem, on existe depuis 42 ans. On est une entreprise américaine dont le capital est détenu à 100% par le fondateur Terry Ragon. On est à l'origine une spin-off du MIT et notre métier, sans entrer dans tous les détails, on a 1600 employés, mais notre métier c'est la data. La data, la data, la data, avec pas mal d'applications et particulièrement dans le domaine de la santé, mais pas que. Aujourd'hui, on est présent de plus en plus dans d'autres domaines, notamment le retail supply chain, mais aussi la finance pour des enjeux de performance qui vient de plus en plus vers Intersystem. Pourquoi on devient stratégique pour les entreprises dans le domaine de la data? Parce qu'on le sait, on parle beaucoup de transformation numérique, on parle souvent des succès, on oublie beaucoup l'ensemble des échecs, et il y en a beaucoup dans ce domaine, et on oublie surtout d'analyser pourquoi il y a des échecs. Et une des analyses que nous faisons, nous, à notre humble niveau, c'est qu'il est... alors c'est une analyse qui n'a pas été faite par Intersystem, mais en tout cas c'est le constat qu'on en partage, c'est que 30% des échecs sont généralement liés à la technologie, dans le cadre de transformation digitale. On pourrait parler de problèmes de stratégie, on pourrait parler de problèmes de leadership, mais réellement, le vrai problème, ce qui amène généralement à un échec d'un projet de transformation digitale dans une entreprise, quel que soit son domaine, quelles que soient les verticales, on constate la même chose, c'est l'enjeu technologique. Et la réponse d'Intersystem, après ces 42 ans d'expérience, ça a été de refondre une technologie complète avec l'idée d'avoir une data platform unifiée. Alors pourquoi? Pas pour se faire plaisir, mais simplement parce qu'on s'était dit que l'enjeu de la data devenait de plus en plus prégnant, la quantité et la volumétrie de data était de plus en plus incroyable et que les entreprises devaient répondre à ces enjeux-là avec en plus l'importance de pouvoir y répondre en temps réel. Et pour ce faire, il y a 6 ans, la R&D chez Intersystem a redéveloppé du départ, comme on pourrait dire from scratch, une technologie qui s'appelle Iris Data Platform. Et Iris Data Platform, en fait, c'est un socle unique qui agrège en son sein l'interopérabilité, la base de données multimodèle et les outils de business intelligence. Alors ce n'est pas que Intersystem, parce qu'on est évidemment ouvert aux environnements extérieurs, ce serait très prétentieux de croire qu'on peut tout faire, mais en tout cas sur ce cœur-là, on a la prétention d'avoir optimisé les choses pour le rendre le plus simple possible. Et pourquoi? Pour répondre aux enjeux de temps réel, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi des enjeux de cloud. Par la simplification des architectures, en fait, on facilite cette migration vers le cloud. Le marché a répondu positivement et Gartner nous a positionné aujourd'hui comme leader dans la gestion de bases de données opérationnelles, au même titre que d'autres entreprises, que l'on retrouve d'ailleurs sur certains sujets, notamment dans la finance de plus en plus. On a eu quelques succès historiques dans d'autres domaines, comme l'Agence spatiale européenne, qui utilise une technologie dans le projet Gaia, projet de cartographie de la Voie lactée. MSC utilise nos technologies pour permettre à leurs clients finaux d'avoir en temps réel le positionnement de leurs conteneurs dans le monde, où, je vous l'ai dit, on pourrait le citer parce que c'était secret, mais ça ne l'est plus parce qu'ils ont communiqué sur le sujet, le Crédit Suisse qui utilise nos technologies justement afin d'optimiser leur performance. Je pourrais vous en citer plein d'autres, mais comme je le dis, c'est juste une introduction et le vrai sujet, c'est SNext. Je pourrais vous citer VNF, les Voies navigables de France, Mondial Tissu qui en plein Covid affiche une croissance. C'est un client partenaire avec lequel on travaille depuis longtemps. On est assez fiers de leur succès dans un contexte qui est relativement difficile. Et puis, je vais laisser la parole à SNext pour le sujet du workshop aujourd'hui. Voilà, merci. Merci à Intersystem de nous donner la parole. Donc effectivement, nous sommes partenaires, donc utilisateurs de la technologie Iris d'Intersystem. On va parler supply chain, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite expérience. On a une vidéo que je vais vous lancer qui présente 2 chercheurs qui ont positionné sur un banc d'essai 3 boules identiques. Chacune des boules va suivre un parcours différent. Un parcours en ligne droite, une deuxième sur une pente et une troisième sur une courbe plus accentuée. Est-ce que certains d'entre vous veulent parier sur la boule qui arrive en premier en bas à droite du banc d'essai? Le milieu? Le bas? La ligne droite? En général, on dit que c'est la ligne droite, le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B. Bravo à la personne qui a dit la courbe du milieu, c'est effectivement ce qui se passe. Qu'est-ce que cette vidéo nous apprend? Eh bien, elle nous apprend que parfois les apparences sont trompeuses. Il arrive qu'on soit trompé par des idées préconçues qui, quelquefois, se révèlent fausses. Chez SNext, on a identifié 3 notions qui sont assez contre-intuitives en supply chain.
La première, elle est relativement connue, partagée. Pourtant, on voit encore un effort considérable de certaines organisations pour réduire les délais de livraison promis aux clients, hein, quand en réalité, ce qui intéresse le client n'est pas tant un délai court qu'un délai fiable. Je vois des gens qui hochent la tête. C'est partagé. Pourtant, dans les faits, on a encore du mal à appliquer vraiment cette idée. Une deuxième idée qui déjà fait moins consensus en général, qui suscite plus de discussions, et pourtant, on prétend, parce qu'on le constate, qu'il est parfois inutile de prévoir la demande des semaines ou des mois à venir pour piloter les approvisionnements. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour certains articles, il est tout simplement impossible de prévoir ce que les clients vont demander demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Pour autant, on approvisionne ces articles. C'est donc qu'on a bien trouvé un moyen de piloter sans faire cette prévision qui se révèle tout à fait impossible. Le troisième point, c'est celui sur lequel je voudrais partager en priorité aujourd'hui, qui est particulièrement contre-intuitif. Si on veut augmenter la disponibilité et le taux de service sur un article donné, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente le stock. Je suis d'accord avec cette idée. Sur un article donné, si on veut augmenter le taux de service, le moyen le plus simple, et ça fonctionne, c'est d'augmenter le stock. Et pourtant, quand on entre dans une démarche d'augmentation du taux de service sur des centaines ou des milliers d'articles, sur une chaîne logistique complète, on constate, le plus souvent, qu'on arrive à baisser le stock. Je n'ai pas dit qu'il faut baisser le stock pour augmenter le taux de service. J'insiste sur la différence. Je dis que quand on entre dans une démarche d'augmentation du taux de service, on en arrive à baisser le stock. On va voir ensemble pourquoi en réalité c'est parfaitement logique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous partage encore quelques éclairages sur la façon dont on procède. Les deux ronds orange font-ils la même taille? Oui. Oh, vous êtes trop forte. Alors, la perception, elle peut parfois nous jouer des tours. Oui, effectivement, les deux ronds orange font la même taille. Malgré tout, à l'œil, on pouvait avoir l'impression du contraire, évidemment. Notre cerveau, il fait des raccourcis. Ça fonctionne très bien pour beaucoup de choses. En revanche, dans certains cas, ça fonctionne moins bien, et notamment quand la réalité qu'on doit appréhender dépasse un certain niveau de complexité. À ce moment-là, on a quand même besoin d'être aidé. Qu'est-ce que ça veut dire être aidé ? Si vous voyez comme moi cette image, vous pouvez avoir l'impression que les droites sont courbes. Il ne suffit de pas grand-chose pour rétablir une perception correcte. C'est une illusion d'optique toute simple. Par contre, il suffit de tracer quelques droites et on y voit plus clair. C'est la façon dont on procède. Notre ambition est d'apporter des outils qui très simplement révèlent le potentiel d'optimisation qu'il y a dans les supply chains. Il y a un certain nombre de choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Par contre, avec des outils bien pensés, des outils basés sur la bonne technologie notamment, on arrive à dégager des marges d'optimisation énormes, qui ne se voyaient pas à l'œil nu et pourtant elles étaient bien là. On a un client qui nous a exprimé son besoin très classique de réduire son stock pour libérer de la trésorerie. Un client qui nous a fait part de son... Il n'était pas en difficulté financière, en revanche, il avait de l'argent qu'il devait rembourser à terme, il avait un PGE notamment, et il se disait, on a tant de millions en stock, si on pouvait en dégager une partie pour rembourser certains de nos emprunts, ça nous allégerait énormément. Ils avaient conscience qu'ils étaient en surstock. En revanche, ils étaient incapables de dire de combien, et surtout, ils ne savaient absolument pas comment s'y prendre pour préserver leur taux de service. C'est une activité industrielle et de négoce. Plus de 3000 articles. Certains articles donc fabriqués en interne, certains articles sourcés en Europe pour certains, en Asie pour d'autres. Donc en gros des délais d'approvisionnement de 3 jours à 3 mois.
même si la partie négoce avait pris une part plus importante que la partie industrielle en elle-même ces dernières années, on était toujours dans une culture très industrielle, avec une valeur forte apportée au produit, une culture du service client forte aussi, mais une culture supply chain en réalité très faible, avec un service commercial poussant en permanence pour avoir du stock, le maximum du stock possible. Et encore peu de pression jusque-là de la finance pour réduire la trésorerie consommée par ce stock. Ce qu'on a proposé, c'est d'aborder le sujet justement par l'amélioration du taux de service, puisque l'on sait, c'est la promesse qu'on a faite, alors on savait où on mettait les pieds, hein, mais on a promis d'entrée de jeu qu'on était capable non seulement de baisser le stock qui était leur demande initiale, mais en réalité de sécuriser leur taux de service, ce qui était leur souhait. Leur process d'approvisionnement est très classique. Il y avait une prévision de la demande, puis une consommation des clients qui venaient consommer le stock, des commandes d'appro passées aux fournisseurs sur la base d'une prévision complétée par un stock de sécurité, puis le stock était livré, et puis on faisait tourner le process avec par moment, ah, zut, la demande n'est pas en phase avec la prévision qu'on a faite. Donc, process classique, on met à jour la prévision. Mais souvent, ce n'était pas suffisant. Et il se passe ce qui se passe dans toutes les supply chains. On avait à la fois des ruptures sur certains articles, et puis des surstocks sur d'autres. Ce qui se passe, vous le constatez peut-être si vous, personnellement, vous êtes en charge de piloter des stocks dans vos chaînes logistiques, le stock, malheureusement, il a toujours tendance à s'accumuler sur certains articles et à manquer sur d'autres. C'est parfaitement normal, c'est une mécanique normale. Il suffit d'un seul approvisionnement surdimensionné et la couverture de stock explose, peut atteindre plusieurs mois, plusieurs années, et ce, durablement. S'il n'y a pas de consommation, la couverture de stock, on l'a pour quelquefois jusqu'à ce qu'on baigne le produit. A l'inverse, il suffit d'avoir sous-approvisionné, notamment d'avoir passé une commande trop tard, et on est en rupture jusqu'au prochain délai d'approvisionnement. Quand on est en sourcing Chine, on peut attendre plus de 3 mois, et donc on subit dans le même temps des surstocks sur des articles où malheureusement on a suivi l'optimisme débordant du marketing, qui a annoncé un volume de lancement trop optimiste. On a suivi de la même manière l'optimisme du commercial, donc on a trop approvisionné et la demande n'est pas là, et dans le même temps, on a des articles sur lesquels on est à la peine et il n'y a rien à faire. Si on n'a pas de solution alternative de sourcing, on va attendre plusieurs semaines d'être livré. En continuant donc à auditer le stock et le process de ce client, ce qu'on a constaté, c'était la difficulté qu'ils avaient à gérer leurs appros en se basant sur la prévision et le stock de sécurité. En particulier sur... Pardon. La courbe ici représente un article alors extrêmement saisonnier et sur lequel on est en mesure de faire une prévision puisqu'on voit qu'il y a un pattern qui se reproduit d'année en année. En revanche, on voit bien qu'il y a une certaine variabilité. Ce n'est pas une science exacte et ce qui s'est passé l'année dernière ne se reproduit pas de la même façon cette année et il y a une certaine incertitude sur l'avenir. Le stock de sécurité est censé couvrir ces variations. Or, le stock de sécurité dans ce cas présent, et c'est souvent le cas, n'était pas dimensionné par rapport à certaines certitudes qu'on pouvait mesurer. Elle était à la mesure de la peur de manquer du commercial. Donc sur ces articles les plus faciles à prévoir et sur lesquels il y avait plus de chiffre d'affaires, c'est là où on avait des montants énormes de stock. Alors qu'en fait, on avait une demande assez facile à prévoir avec une variabilité qu'on pouvait tout à fait prévoir. A l'inverse, on avait d'autres articles sur lesquels la demande était impossible à prévoir à la maille semaine ou à la maille mois. Et sur ces articles-là, on s'est rendu compte qu'ils avaient tendance plutôt à sous-stocker et à avoir des ruptures.
Puis on avait des articles, alors la différence entre cet article et celui-ci, le comportement a l'air d'être le même, simplement ici on vend 4 unités ou 2 unités de temps en temps, ici c'est plutôt par milliers, 1000 en l'occurrence. Sur un article comme ça, il y avait un mix de, dans certains cas, ils se couvraient énormément pour être en mesure de couvrir ces pics, et dans d'autres, enfin la plupart du temps c'était ça, sauf quand ils avaient décidé de ne pas couvrir, mais ça ne résultait pas d'une discussion concertée avec le commercial notamment, et sans réflexion stratégique sur l'impact sur le service client. Ce qu'on a proposé, et ça correspond à notre conviction chez SNEX, c'est de gérer ces articles conformément au comportement de la demande. Sur le premier article, continuer à fonctionner en prévision plus stock de sécurité, mais avec un stock de sécurité dimensionné par rapport à l'incertitude de la demande, qui se mesure. Sur le deuxième, aucun besoin de faire une prévision précise. On a toujours besoin d'une prévision, ne serait-ce que pour prévoir le chiffre d'affaires, etc. Donc on fait une prévision, mais on n'a pas besoin d'une prévision précise, et à la limite, on peut faire une prévision juste sur l'année, à peu près. Pour piloter le stock, ce dont on a besoin, c'est de savoir que, admettons que cet article, donc chaque graphe c'est sur 3 ans, cet article, même si on a 3 mois, même s'il est sourcé en Asie, si on met 8 unités en stock, on couvre probablement la demande à 100%. En tout cas, si le futur est similaire au passé. Sur le troisième article, il y a une discussion à avoir avec le commercial, discussion plus stratégique en disant un article de cette nature, quels sont les clients qui les demandent? Est-ce qu'on peut demander à ces clients de passer les commandes 3 mois en avance ou 3 semaines en avance, suivant le délai d'appro qu'on a sur cet article, donc de le gérer à la commande. La résultante, ça a été une baisse de stock de l'ordre de 35%. C'est considérable. Beaucoup plus que ce qu'ils espéraient initialement. Avec un taux de service, alors on ne peut pas réellement dire qu'on l'a augmenté parce qu'il n'était pas mesuré précédemment. En revanche, on l'a sécurisé à 97% et on suppose très fortement qu'on l'a augmenté. Le graphe montre environ 3000 articles et les articles sont classés en valeur de stock décroissante. En blanc, pour chacun des articles, vous avez une barre qui indique le stock qu'on avait, le stock moyen qu'on avait pour cet article avant l'intervention, et en bleu, le stock redimensionné. Vous voyez que sur la partie de gauche, on a globalement réduit le stock moyen. On a obtenu ça en remplaçant la peur de manquer du commercial par une mesure sur l'incertitude et un dimensionnement du stock de sécurité. Donc tous les articles à gauche qui représentent la majorité du stock, on a globalement baissé le stock. Ça s'est appliqué sur environ 80% des articles. Si vous allez à droite, vous voyez qu'à l'inverse, il y a de nombreux articles sur lesquels on a eu tendance à augmenter le stock. En réalité, on a baissé le stock sur 80% et on a augmenté le stock sur 20% des articles. C'est comme ça que l'on arrive à ce résultat qui est plutôt contre-intuitif. On a réussi dans le même temps à baisser le stock global, moins 35%, parce qu'on a gagné énormément sur les articles qui sont à gauche, tout en maintenant le taux de service. Et sur les articles qui sont à droite, des articles qui ont une demande qui est plus faible et plus erratique, on a eu tendance à augmenter légèrement le stock, qui a eu très peu d'impact financier, en revanche un énorme impact sur le taux de service. Et on arrive au résultat qui est bien celui qu'on cherche tous en supply chain a priori, le bon produit dans la bonne quantité, au bon endroit et au bon moment. Le nouveau process, je vous le fais rapidement, c'est qu'on a introduit dans le process une catégorisation des articles pour distinguer ceux qui méritent d'être gérés sur prévision, ceux qui peuvent être gérés sur point de commande, sur seuil, et ceux qu'il vaut mieux gérer à la commande. Puis un dimensionnement des articles sur prévision, on dimensionne le stock de sécurité, et ceux qui sont sur point de commande, on dimensionne les seuils de commande. On fait une catégorisation et un dimensionnement des stocks initial, et puis de la même manière que l'on met à jour la prévision, souvent à la maille mensuelle, on remet à jour la catégorisation et les dimensionnements puisque les choses changent. Et on met en place en parallèle
un monitoring de la demande pour surveiller le plus en temps réel possible la façon dont les ventes, la demande se comporte par rapport à ce que l'on avait planifié. Et ça, c'est essentiel pour gagner en réactivité et pour détecter des changements de planification et ou d'action corrective le plus tôt possible, ce qui est un autre levier essentiel pour gagner en supply chain. Au final, sur ce cas, on a eu le premier gain qui était demandé par notre client, qui était de gagner en trésorerie. Et alors, ils n'étaient pas capables de mesurer, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils pouvaient en dégager, mais en tout cas, ils ont été surpris, ils ne pensaient pas gagner autant. Ils avaient un projet d'extension de surface logistique. On leur a dit que ce n'était pas la peine. Quand on fait ce genre d'action, on gagne aussi énormément quelque chose qui est souvent difficile à chiffrer, mais sur la dépréciation. Le surstock coûte en trésor, éventuellement en surface, mais toujours énormément par tout ce que l'on finit par déprécier, jeter, et qui souvent est fait tous les 3 ans quand le DAF change. Et que du coup, on oublie, on préfère oublier d'ailleurs. Mais aussi, on réduit des coûts de gestion de stock, parce que ça coûte des personnes qui doivent gérer ça. Et on gagne aussi en opération logistique, puisqu'on gagne des opérations de manutention, et on a même, dans ce cas précis, réduit des ruptures qui n'étaient pas liées au fait qu'on manquait de stock, mais parce que l'entrepôt était encombré, et on avait des références qui n'étaient même plus accessibles, parce qu'il y avait des palettes en réception qui attendaient et qui bloquaient les emplacements. Donc on a même gagné sur le taux de service par la fluidification des opérations logistiques. SNext est né du constat que, comme je vous l'ai dit, il y a certaines choses qui sont contre-intuitives en supply chain et qu'il y a des trous dans la raquette aujourd'hui dans les outils et dans les méthodes de pilotage des supply chain. Donc SNext a pour ambition de proposer des solutions qui répondent à ces trous dans la raquette. SNext fait aussi du conseil outillé, c'est-à-dire du conseil sur la base de ces solutions, puisque les entreprises ont besoin d'être accompagnées pour les prendre en main. Et l'avantage du conseil outillé, c'est quand la mission finit, les outils restent et peuvent pérenniser la démarche et les gains, les ROI. Et enfin, un lab dédié aux questions supply chain qui permet d'accompagner les projets d'innovation, les projets technologiques, et en particulier tout ce qui concerne la data science et l'intelligence artificielle. L'ordre de grandeur d'une mission de ce type-là, alors c'est quand même directement lié à... il y a le nombre de SKU à gérer, c'est pas la même chose si on en a 500 ou si on en a 50 000. Et il y a aussi certaines complexités, notamment, est-ce qu'on doit prendre en compte de la nomenclature ou pas? Il y a des choses comme ça, la complexité du cycle de vie entre en jeu. Une mission de conseil outillé pour arriver à ces résultats, l'ordre de grandeur est de 10 000 €. Mais sachez que voilà, c'est un ordre de grandeur et il y a quand même une certaine variabilité. C'est pas un package que je vous... Si, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel, on les appelle volontairement, c'est le logiciel des services. Puisque donc les services, vous les avez ici. Aujourd'hui, on propose 3 services. Un, c'est un service qui permet de catégoriser les produits. Un qui permet de dimensionner les seuils et les stocks de sécu. Puis un troisième qui permet de faire le monitoring de la demande. Donc quand on fait une mission, on utilise ces outils. On les utilise ensemble et après, pour pérenniser la démarche, vous pouvez les garder au sein de votre entreprise et continuer. Voilà, et ce sont des solutions donc, en SaaS, donc aucune installation, abonnement mensuel, pas d'engagement dans la durée. Et justement, les abonnements mensuels, c'est de quel ordre? Ça, si vous voulez qu'on en parle, il faut qu'on en discute. On est encore au cas par cas sur ce type d'approche, parce que justement, comme je vous le disais, il y a des niveaux de complexité très différents. On est encore une jeune société, et ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, on est en train donc, de lancer le 3e service sur le monitoring de la demande, et on cherche un partenaire industriel ou retailer pour être partenaire sur le lancement de ce 3e service. Donc si vous êtes intéressé, si on n'a pas rendez-vous, vous pouvez venir nous voir donc, sur le stand Intersystem, table 8, juste à côté. Merci.